Et cette année, Django, comme l'année dernière, est partenaire de ce programme. Donc, on peut passer à la slide suivante. L'idée, c'est de vous le présenter parce que c'est une opportunité pour, dans la période difficile de crise que nous vivons avec le Covid-19. C'est vrai que c'est une opportunité de pouvoir lever du capital. Ce sont des opportunités qui sont trop peu proposées aux entrepreneurs africains. Donc voilà, pendant 10 minutes, je vais vous exposer la mission de l'African Enterprise Initiative ainsi que les critères d'éligibilité et le calendrier de ce programme. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir renforcer l'écosystème des entrepreneurs africains en pouvant raconter leur histoire, en donnant des formations, des subventions à près de 100 entrepreneurs africains que l'on appelle des héros dans toute l'Afrique, et ce, au cours des 10 prochaines années. Donc, en fait, à l'horizon 2030, l'idée, c'est que ces 100 héros entrepreneurs africains inspirent 10 millions de jeunes entrepreneurs sur le continent. Et vous savez ô combien c'est important au regard des 900 millions d'emplois qui sont requis sur le continent pour absorber les jeunes qui arrivent sur le monde du travail. Donc, les valeurs de ce programme, sont des valeurs inclusives. C'est un programme qui est agnostique au niveau du secteur, de l'âge. C'est un concours pour de 7 à 77 ans. Si vous êtes entrepreneur et que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, nous sommes très heureux si des femmes entrepreneurs postulent à ce concours. C'est un concours qui est orienté vers les petites et moyennes entreprises et qui est ouvert aux 54 pays africains. Le processus est assez simple, c'est 3 tours, différents tours de sélection. Le premier va permettre de sélectionner les 50 meilleures entreprises grâce à un dépôt de candidature à faire en ligne. C'est une candidature qui est assez courte. Il y a des éléments que l'on vous demande sur vous, sur votre entreprise et sur votre business model. Après avoir sélectionné ces top 50 premières entreprises, il y a des entretiens par vidéoconférence avec des juges pour sélectionner le top 20. Et puis, il y a une demi-finale qui permettra de sélectionner le top 10. Et enfin, une finale qui sera filmée dans toute l'Afrique, voir le monde entier. Il y a également des chaînes de télévision mondiales. Et devant, surtout l'idée, c'est de pitcher devant de très grands entrepreneurs tels que Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba et que vous devez certainement connaître. Et du coup, c'est vraiment une opportunité incroyable. Vous avez également des formations, du mentorat et de l'accompagnement, effectivement des opportunités de bourse grâce à Alibaba eFounders, du mentorat et des services à l'appui qui seront apportés aux entreprises qui postulent. Alors, les critères d'éligibilité pour participer au concours, il faut que le fondateur de l'entreprise soit d'origine africaine, soit citoyen africain, soit qu'il y ait des parents ou des grands-parents de nationalité africaine, que l'entreprise doit être basée en Afrique, immatriculée, donc ça doit être une entreprise qui est formalisée, et dont les activités se déroulent principalement en Afrique et qui a déjà été lancée, ça c'est très important, et qui doit avoir 3 ans d'activité. Alors, pas forcément 3 ans consécutifs, mais 3 ans d'activité. Les résultats du concours l'année dernière, ce sont quand même près de 10 000 candidatures enregistrées dans 50 pays africains. On a eu la chance d'avoir 26% de candidatures féminines et espérons avoir plus de femmes entrepreneuses cette année et un total de 42 juges cette année. Je pense que nous serons plus nombreux. Voilà, alors les juges, vous avez ici les juges de la finale, évidemment, avec Jack Ma et d'autres grands entrepreneurs du groupe Alibaba, de la Banque du Nigeria, évidemment du groupe Econet, et puis des juges de la demi-finale aussi qui sont connus et reconnus dans le monde de l'entrepreneuriat, ainsi que plusieurs dizaines d'autres juges qui interviendront sur les premiers rounds.
Voilà, le top 10 hein, des Africa Business Hero 2019, ce sont ces noms, ce sont ces entreprises que vous voyez s'afficher sur l'écran. Le premier prix s'élevait à 250 000 dollars et les plus bas des 65 000 dollars. Cette année, le montant du concours est plus élevé. Ce sera 1,5 million de dollars qui sera à partager entre les top 10 entrepreneurs de l'année. Donc, c'est voilà, une opportunité non négligeable de capital et nous espérons que vous serez nombreux à postuler en associant le fait que voilà, Django vous invite à postuler à ce concours. Voilà, le calendrier très rapidement et puis j'ai terminé sur le concours. L'idée, c'est que voilà, les candidatures ont ouvert le 6 avril, se clôture le 9 juin. Nous sommes en mai, c'est la période des formations, des webinaires pour vous donner toutes les clés pour pouvoir postuler au mieux et donner les meilleures réponses et les plus structurées possibles. Et effectivement, il y aura différents momentum pour la sélection du top 50, du top 20, du top 10 et enfin une grande finale qui sera fin novembre et qui en raison qui aujourd'hui est maintenue, mais nous attendons d'en savoir plus en raison du contexte sanitaire. En tout cas, elle aura bien lieu. Après, j'imagine elle sera plus diffusée que l'année d'avant sur nos réseaux pour qu'elle soit de manière diffusée plus de manière online que offline, comme ça avait été le cas l'année dernière. Je pense que cette année, on aura l'occasion de la diffuser d'autant plus au vu des conditions sanitaires. Voilà, on va commencer sur la stratégie d'acquisition client, les clés du growth hacking, ce pourquoi vous êtes venus aujourd'hui. Nous allons commencer on peut y aller, Sébastien, merci, sur ce sujet en définissant le growth hacking et en le différenciant par rapport au marketing comme on peut l'entendre de manière traditionnelle. Donc, le growth hacking, c'est pour donner la définition, regardons les deux termes qu'il compose, c'est growth, donc la croissance, et hacking, le piratage. Donc, on parle de piratage de croissance. Donc, c'est un terme qui a été inventé par Sean Ellis, qui est un entrepreneur, business angel, start-upper américain. Il a été vulgarisé en France beaucoup plus tard, et notamment par l'accélérateur Startup The Family. En fait, pour la petite histoire, Sean Ellis travaillait chez Dropbox et il souhaitait changer de poste et souhaitait se trouver un remplaçant pour son poste de directeur marketing. Et ne collant pas aux critères du directeur marketing traditionnel, il a décidé d'écrire sur son CV qu'il était growth hacker et qu'il cherchait un growth hacker. Voilà comment c'est l'histoire de la légende qui explique ça. Voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer que il y a une rupture entre le marketing traditionnel et le marketing comme on l'entend aujourd'hui. En effet, le growth hacking, l'idée, c'est une stratégie qui regroupe différentes techniques, alors qui relèvent à la fois de la tech, des équipes marketing, des analystes. Alors, le growth hacker, dans sa complétude, pourrait être un codeur, marketeur et analyste en même temps. Il se trouve que aussi des équipes de growth hacking fonctionnent parfaitement et je vais vous en expliquer les fondamentaux. L'idée, c'est effectivement d'assurer à l'entreprise une croissance forte et au plus faible coût possible. On va passer, voilà. Donc, effectivement, la stratégie d'acquisition client sur le modèle du tunnel ou du funnel en anglais, le growth hacking, lui, voit ce tunnel on l'appelle en art.
AA3R. C'est un terme qui a été popularisé par Dave McClure, qui est un serial entrepreneur. L'idée, en fait, c'est d'acquérir un maximum de prospects sur les plateformes de vente, et ce, en plusieurs étapes. Tout d'abord, d'acquérir, puis d'activer ces prospects sur la plateforme par de l'inscription, de l'abonnement, des newsletters, récupérer les numéros de téléphone, les emails, pour pouvoir activer ces prospects, pouvoir les retenir, ce qu'on appelle le stade de rétention, pour transformer votre prospect en client, et ce, dans un parcours client optimisé. Puis il y a la phase de recommandation. Donc l'idée, c'est de transformer vos clients en prescripteurs, soit en ambassadeurs de la marque. Et enfin, la partie revenus. Donc l'idée, c'est d'accroître vos revenus, et il y a effectivement, même sur la partie revenus, des techniques de growth hacking qui permettent d'accroître les revenus de manière exponentielle. Donc voilà, quelques exemples d'entreprises qui sont nées du growth hacking. Le numéro 1 que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Hotmail. Pour la petite histoire, parce que tout ça, ce sont des histoires d'entreprises et d'hommes et de bonnes idées qui ont été implémentées. En fait, Hotmail, qui est né en 96, a eu la bonne idée de hacker les signatures des personnes qui envoyaient des emails avec un PS I love you, get your free email at Hotmail. En fait, cette publicité déguisée dans une signature a permis une création de manière exponentielle de comptes Hotmail gratuits. Et c'est comme ça que Hotmail est né et devenu le géant qu'il est aujourd'hui, absorbé par MSN, puis par Windows. Donc voilà pour l'histoire d'Hotmail. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a celle de Dropbox, où effectivement, là, c'est plus sur la partie, sur le tunnel que je vous montrais tout à l'heure, c'est plus sur la partie referral, où Dropbox a réalisé sa performance de growth hacking en permettant à ses utilisateurs d'avoir une plus grande capacité de stockage, et en leur offrant cette capacité de stockage, en contrepartie, ils devaient permettre à Dropbox d'élargir sa base de clients. Donc, grâce à une incitation, les clients, les utilisateurs sont devenus des ambassadeurs de la marque, et ce qui a permis effectivement aussi la croissance fulgurante de Dropbox. Et enfin, un dernier exemple assez connu qui est Airbnb, eux aussi, qui s'appelait au début Airbed and Breakfast. Airbed and Breakfast, en fait, est né d'une technique utilisée en growth hacking, qui est on dit siphonner le site internet, un site internet qui est ciblé sur un segment d'activité du coup qui correspondait à l'activité d'Airbnb, qui est par exemple des sites un petit peu comme Le Bon Coin qui proposaient des annonces. Et bien Airbed and Breakfast siphonnait les annonces spécifiques sur l'allocation d'appartements ou de chambres, et cela a permis de confectionner les premières annonces d'Airbed and Breakfast. Et en fait, Airbed and Breakfast s'est spécialisé dans la diffusion d'annonces spécifiques sur ce segment-là, et du coup avec un format particulier. C'est ce qui a fait aujourd'hui le succès de Airbnb, avec des photos et des illustrations et tout un référentiel d'éléments qui permettent en fait au client de bien comprendre ce qu'il est en train de louer, le produit qu'il est en train d'accepter pour l'utilisation de cet espace pour dormir. Et du coup, c'est ce qui a fait le succès d'Airbnb.
Voilà, donc en fait, après vous avoir exposé ces différents exemples de growth hacking, est-ce que vous, votre entreprise, avez-vous déjà utilisé dans votre entreprise des techniques de growth hacking pour accélérer la croissance de vos activités et ce à moindre coût? Donc, vous allez avoir un sondage qui va s'afficher et vous allez pouvoir y répondre oui ou non. Exactement. Le sondage est lancé, donc ne soyez pas timide, n'hésitez pas à répondre en nombre. Laisse un peu de temps, Antonia, aux participants. Oui, 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 je vois que vous êtes nombreux à répondre au sondage. Continuez. Voilà, je pense qu'on y est presque. Alors, vous êtes plus de 60% à ne pas avoir encore utilisé de technique de growth hacking et presque 40% d'entre vous en a déjà utilisé. C'est très intéressant. Je m'attendais à ce qu'on soit plus dans moitié-moitié, mais certainement que j'espère convaincre en tout cas les 60% qui, voilà, que de techniques qui permettent d'accélérer votre croissance pourront certainement s'offrir à vous. Alors, je voudrais faire une parenthèse sur le growth hacking avant de passer au lean marketing. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, du growth hacking au lean marketing. Effectivement, comme les exemples que j'ai pu vous citer, ce sont les grands exemples du growth hacking, mais il y en a d'autres également. Il y a quand même une parenthèse à exprimer, c'est le fait que effectivement, il y a des entreprises qui ont des techniques de growth hacking qui sont à la limite de l'illégalité, à la limite aussi des valeurs que peut avoir une entreprise, des valeurs positives que peut avoir une entreprise. C'est vrai que, évidemment, nous ne faisons pas du tout l'apologie de ce type de technique. En revanche, le growth hacking est un état d'esprit qui est intéressant. Il y a des éléments qui, je pense, aujourd'hui sont des clés de réussite. Et c'est le pourquoi je voulais aussi vous présenter, pour moi, ce qui est la continuité du growth hacking, c'est le lean marketing. Donc, on peut continuer, Sébastien. Effectivement, l'idée, c'est de partir d'un livre qui s'appelle The Lean Startup, qui a été fondé en 2018 par Eric Ries, qui explique comment, pour créer des sociétés et des produits, on peut très bien réduire la taille des cycles de développement, savoir si rapidement un business model est viable, et ce, sur des techniques que peuvent utiliser les growth hackers et qui est basée en fait sur le principe de l'expérimentation. Et donc l'idée, c'est de se donner des hypothèses, de dire voilà, je pense que mon marché est dans telle ou telle hypothèse. Je vais construire un produit, mais un produit peu coûteux, un produit qui va me permettre de valider mes hypothèses. Je vais lancer ce produit ou en tout cas un élément qui va me permettre de valider mes hypothèses. Et avec cette itération entre le produit, l'utilisateur et du coup les concepteurs, eh bien, il y a un apprentissage qui va se créer et le but, évidemment, c'est d'éviter un investissement initial trop important et de réduire le risque. Donc, Eric Ries, c'est un CTO, donc c'est plutôt quelqu'un qui est spécialisé dans la technologie, mais effectivement sur les équipes marketing, ce type d'approche est très intéressant également et se rapproche également des intentions des growth hackers. On peut continuer, qui est d'avoir, voilà, je pense qu'on a un slide avant. Voilà, qu'est-ce que le lean marketing? L'idée, c'est d'être agile, en fait. C'est de pouvoir, quand on a une idée, de construire très rapidement alors on peut appeler ça un MVP, un Minimum Viable Product, ou par exemple une landing page, ou peut-être
un produit qui permet, qui est peut-être un pré-produit et qui permet en tout cas de mesurer s'il y a un intérêt pour les clients, s'il y a un intérêt pour le marché. On valide des hypothèses, on expérimente et de ces données, savoir s'il y a eu par exemple donc, de ces données qu'il faut mesurer. Donc par exemple, est-ce qu'il y a eu un nombre de clics, quel est le nombre de clics qu'il y a eu, pourquoi, quel est à chaque étape en fait de ce produit, donc que ce soit des mesures du produit lui-même, mais de la partie marketing, de comment ce produit a été mis en avant. Du coup, on a des données à récolter et de ces données, on apprend et il y a une itération qui se crée. On peut revoir ses idées, revalider de nouvelles hypothèses ou confirmer les premières. Donc, ça nous permet en fait d'apprendre sur le comportement des consommateurs. Donc, pour aller plus loin et vous expliquer comment le lean marketing et le growth hacking sont très sont main dans la main en fait. L'idée, c'est de construire un contenu de qualité en adéquation avec votre cible. Donc, pour pouvoir construire cela, il va vous falloir identifier vos cibles et plus particulièrement vos personas. 2, il vous faut créer un contenu sur mesure et optimisé pour les moteurs de recherche et diffuser ce contenu sur différents canaux utilisés par vos personas, utilisés et sur lesquels ils sont actifs. Ensuite, mesurer. Dès lors que vous avez lancé ce produit, donc ça peut être une landing page, ça peut être un minimum viable product, un MVP, une plateforme avec les éléments minimums qui vous permettent de savoir si oui, il y a un intérêt ou pas. Par exemple, pour une plateforme de mode, je mets une dizaine de produits en ligne et je vois s'il y a de la traction sur ces produits-là. Donc, vous diffusez sur différents canaux et vous mesurez chacune des étapes du funnel et vos campagnes. Et grâce à cette mesure, l'important, ce n'est pas mesurer pour mesurer, mais c'est d'apprendre de ces mesures. Et ces mesures, elles permettent par exemple, avec des tests qu'on appelle A/B tests, de savoir si on doit améliorer son contenu, améliorer son produit, améliorer sa campagne. Donc, c'est pour ça que ce point de mesure, il est très important. Donc, avant de lancer quelque chose, l'idée, c'est de lancer quelque chose qui ne coûte pas cher, mais surtout où l'on peut traquer les comportements des clients. Par exemple, très rapidement, mais un A/B test peut porter, par exemple, sur où est-ce qu'on va placer un bouton, un click to action, par exemple, un bouton qui permet d'acheter. Est-ce qu'on va le placer à tel endroit sous l'image avec telle couleur? Donc là, par exemple, on a un exemple de bouton noir avec écrit achat rapide qui est sous l'image, mais on n'a pas le prix de ce produit. Et puis, on a un autre modèle qui est celui de la dame avec la veste grise et en dessous un texte qui est en bleu. En fait, en posant la souris sur le texte en bleu, sur le texte, il devient bleu et ça permet de se dire que c'est ce vêtement que l'on a sélectionné. Donc, l'idée, c'est par exemple, si vous avez une plateforme et que vous souhaitez mettre des produits de mode en ligne, l'idée, ça va être par exemple de faire un A/B test pour savoir quel va être le type de présentation qui va le mieux fonctionner pour vos clients. Est-ce que ça va être le bouton achat rapide en noir ou est-ce que ça va être le texte qui devient bleu lorsque la souris passe dessus? Voilà, ce sont des exemples, de tout petits exemples, mais qui peuvent faire la différence au fur et à mesure du tunnel. Je te laisse continuer. Voilà, donc la technique d'acquisition client, alors j'aurais appelé ça technique de hack-acquisition client. Donc on va les voir sur les slides qui viennent. Voilà. Alors, avant de commencer à parler de funnel, il est important qu'en tant qu'entrepreneur, vous puissiez calculer la taille de votre marché. Alors, pourquoi ce travail-là? Il est important pour vous, déjà, pour savoir vers quoi à quel type de marché vous vous attaquez et quelle en est la grandeur de ce marché, mais également pour vos investisseurs.
c'est vrai que dans une discussion avec vos investisseurs, on va tout de suite vous demander quel est le type de marché que vous ciblez, que ce soit une rencontre en one-to-one avec un investisseur, mais également que ce soit pour un concours tel que celui de la fondation Jack Ma. Donc, cette taille de marché, c'est important de la mesurer. Alors, il y a des mesures types. Là, je vous en présente une qui s'appelle le TAM, SAM, SOM. Alors, le TAM, ça va être le total de votre marché à adresser. Le SAM, ça va être le Serviceable Available Market. Ça veut dire la taille du segment que vous ciblez dans ce grand marché. Et le SOM, ça va être le segment que vous allez pouvoir obtenir sur votre marché. Donc, si je vous donne un exemple, non, alors on va rester sur le slide précédent, Sébastien, merci. Un exemple, c'est par exemple le TAM, ça va être le marché de la mode en Afrique. Le segment que vous allez cibler, ça va être au sein de ce marché de la mode en Afrique, eh bien, ça va être le marché de la chaussure. Et le SOM, ça va être au sein du marché de la mode en Afrique, je cible le marché de la chaussure et je m'adresse plus particulièrement au marché de la chaussure de luxe. Donc voilà, on va essayer de faire ce calcul, puis de travailler sur la méthode des personas, qui va être également un point d'achoppement pour ensuite démarrer la compréhension du funnel. Donc, on va continuer sur le slide suivant. Cet élément du TAM, il est important. Hein. Quelle est la taille totale du marché que vous ciblez? Alors, je vous ai donné un exemple pour que vous puissiez vous-même, sur votre business, réaliser rapidement ce type de calcul. Le TAM, en fait, c'est un marché qui est inaccessible pour une entreprise. Hein. C'est le marché total du marché que vous ciblez. Donc, par exemple, le marché de l'huile de palme dans le monde, les 5 prochaines années. Donc, aucune entreprise ne va pouvoir avoir un monopole sur le marché mondial de l'huile de palme, mais c'est le total addressable market, donc c'est l'estimation de la consommation mondiale fois le prix moyen de la tonne d'huile de palme sur 5 ans. Donc, votre TAM, c'est le marché mondial d'huile de palme pendant ces 5 années. Je vous ai donc fait proposer un graphique avec la consommation mondiale d'huile de palme et une zone en bleu qui vous permet de vous donner le TAM sur ces 5 ans. Ensuite, vous avez le SAM à calculer. Donc, le SAM, c'est le segment de marché que vous ciblez. Donc, par exemple, sur le marché mondial de l'huile de palme, vous avez décidé de ne cibler uniquement l'huile de palme à usage alimentaire et corporel. Donc, je vous ai sorti un extrait des 5 dernières années du marché de l'huile de palme uniquement à usage alimentaire et corporel. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir estimer votre SAM sur la consommation mondiale sur 5 ans, de ce segment particulièrement, fois le prix moyen de la tonne d'huile de palme à usage alimentaire et corporel. Donc, votre SAM, ça va être le même calcul que le TAM, mais sur un segment particulier. Donc, le segment particulier, ça peut être une typologie de votre produit, mais ça peut être également un pays, ça peut être également, cela dépend totalement de votre business. Donc, il faut l'adapter à votre business. C'est le segment que vous ciblez. Ensuite, il y a le SOM. Donc, le SOM, c'est le Serviceable Obtainable Market. Quelle est la proportion de ce segment que vous ciblez? Donc, sur le marché mondial de l'huile de palme uniquement à usage alimentaire et corporel, vous allez cibler seulement l'huile de palme qui est utilisable pour les soins de peau et de cheveux. Donc, l'idée, c'est de faire le calcul du volume fois le prix par tonne. Et si vous ciblez, par exemple, la première année, 10% de ce marché, l'année 2, 10%, l'année 3, vous allez augmenter votre cible, 20%, l'année 4, 20%, l'année 5, 30%. Vous allez pouvoir faire la somme, l'agrégation de ces parts de marché sur 5 ans. Voilà à peu près comment se calcule
le TAM ainsi que le SOM. L'idée, en fait, c'est si vous avez plusieurs produits, évidemment, c'est de pouvoir réaliser ce travail-là sur l'ensemble des produits que vous ciblez. Si par exemple, vous avez plusieurs typologies de produits dans votre entreprise, par exemple, vous réalisez des chaussures et des vêtements, il faudra effectivement que vous fassiez ce travail pour les chaussures et pour les vêtements. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, l'idée, c'est d'identifier vos premiers clients. Donc, en fait, la méthodologie des personas, c'est une méthodologie qui existe depuis les années 80, qui est assez, qui date un peu, mais qui est toujours très utilisée et qui permet, en fait, surtout en marketing, mais en fait, c'est une méthodologie qui est utilisée dans d'autres domaines aujourd'hui. C'est une méthodologie qui est centrée sur les utilisateurs. En fait, ça permet de construire une représentation fictive de votre client. Alors, vous pouvez en avoir plusieurs de représentations fictives de clients. Vous pouvez avoir plusieurs typologies de clients. Mais l'idée, c'est que vous puissiez, en tout cas dans les premières années, identifier vos premières typologies de clients. Donc, cette représentation, elle permet en fait d'adapter un produit, de faciliter son adoption par les premiers utilisateurs, ce qu'on appelle souvent les early adopters. Par exemple, en France, c'est vrai qu'il y a des early adopters qui… par exemple, la communauté homosexuelle est souvent une communauté qui est mieux à même pour découvrir des produits innovants. Donc, par exemple, ça va être une communauté qui va plus utiliser des nouveaux produits marketing et qui va être voilà, audacieux dans l'usage de nouveaux produits. Et puis également pour en fait savoir qui va utiliser votre produit. C'est important que vous réalisiez ce travail de persona. Donc, vous voyez, c'est un travail. Alors, je vais vous laisser, on n'aura pas le temps dans les 45 minutes que nous avons sur ce travail de rentrer plus sur ces méthodologies. Donc, je vous laisserai vous informer par ailleurs. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez, à la fin de ce travail-là, avoir une maquette avec tous les éléments qui peuvent constituer votre premier client, avec sa photo, avec son âge, avec ses préférences, ses objectifs dans la vie, peut-être même une biographie, sa personnalité, ses intérêts. Et cela vous permettra de mieux appréhender en fait votre produit et de savoir comment il va être utilisé. C'est une méthodologie en tout cas qui est de plus en plus utilisée dans les projets de type agile et qui permet en fait de répondre parfaitement aux attentes des utilisateurs. Alors n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions, notamment vous avez en bas de l'écran un onglet qui s'appelle Q&A. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez répondre au sondage qui se présente à vous. Donc, avez-vous déjà réalisé la méthodologie des personas pour représenter vos cibles? Le vote est ouvert. N'hésitez pas à participer en nombre. Merci pour vos votes. Vous êtes à peu près la moitié à ne pas avoir utilisé cette méthodologie et la moitié à l'avoir déjà utilisée. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, à le faire. C'est un très bon exercice qui permet surtout si vous avez une plateforme Internet, un site Internet ou si vous avez des produits qui sont des produits qu'on appelle de niche, il est vraiment important de bien connaître voilà, vos personas. Alors, j'ai une question
qui intervient. Voilà. Est-ce qu'on doit avoir un persona par segment? Alors, je dirais c'est un minimum, effectivement, par segment d'activité. Il va falloir de toute façon que vous ayez au moins un persona. En général, l'idée, c'est d'en avoir quand même plusieurs. Alors, en général, dans les premières années, on s'adresse au persona qui représente, qui est le plus massif, qui va représenter le plus grand volume de clients que vous pouvez adresser. Ensuite, effectivement, il y a des comportements et des utilisateurs qui vont avoir leurs propres intérêts ou leurs propres usages de la plateforme. Et là, peut-être qu'il y aura aussi des leviers de croissance qui seront intéressants d'aborder. Et c'est là où, justement, bien connaître les différentes typologies d'utilisateurs peuvent, à un moment donné, vous permettre de trouver des nouveaux leviers de croissance. Et d'où l'importance de ce type de méthodologie. Donc, pas forcément un segment, un persona par segment, il peut y en avoir plusieurs. Merci à vous. On va continuer. Alors, l'idée, en fait, si je reviens sur ma méthodologie de lean marketing, on n'avait pas un slide précédemment, Sébastien? Ok, parfait. Donc, sur l'idée de la méthodologie lean marketing, le premier grand pilier, c'est construire. Donc, au niveau du marketing, pour construire pour démarrer dans votre activité, l'idée, c'est de bien, connaître votre marché, 2, votre persona, et 3, d'identifier les meilleurs canaux pour vos cibles. Donc, vos cibles, vos différents personas. Et le fait de bien connaître vos personas, ça va vous permettre de savoir sur quels canaux vous allez devoir être présent. Si, par exemple, vos personas, ce sont des jeunes, effectivement, des moins de 25 ans, effectivement, il va y avoir des canaux qui vont être plus utilisés par ce type de cibles. A contrario, d'autres canaux, par exemple comme Facebook, vont peut-être être plus utilisés par des trentenaires parce qu'ils ont démarré sur les réseaux sociaux avec Facebook, mais aussi on peut voir des différentiels entre pays. Donc, par exemple, je vous ai mis des statistiques de l'utilisation d'Internet par pays en Afrique. Donc, je vous en ai sorti quelques-uns. Et le nombre d'utilisateurs Facebook en rapport avec le nombre de personnes dans le pays, de la population du pays. Donc, par exemple, si on regarde un pays comme le Congo, qui a 86 millions d'âmes, se retrouve avec un très très faible ratio de personnes sur Facebook. Et à contrario, un pays comme l'Égypte, qui dans sa proportion n'est pas si différente du Congo, on est à 100 millions d'âmes, il va y avoir en revanche 35 millions de personnes sur Facebook. Donc effectivement, on est sur des ratios très différents entre le Congo et l'Égypte. Donc c'est un exemple qui permet de vous donner des clés pour savoir que, par exemple, l'Égypte va être un pays à approcher avec le canal Facebook. En revanche, le Congo, si vous devez approcher ce pays ou ouvrir vos activités dans ce pays, peut-être que Facebook ne sera pas le canal le plus pertinent. Un autre exemple d'outil que vous pouvez utiliser, c'est Alexa, qui est un outil d'Amazon qui permet par exemple de connaître en quelques clics quels sont les top sites dans un pays. Donc là, par exemple, j'ai sorti les 3 sites les plus utilisés au Cameroun. Donc, ce sont des outils qui peuvent vous permettre d'identifier les meilleurs canaux pour vos personas. Et puis également, vous avez alors là, on est plus dans la logique où vous avez eu un retour sur vos premières campagnes et vos premières mesures.
et vous allez pouvoir identifier, par exemple, les top channels selon selon les expérimentations que vous avez faites sur différents channels. Vous allez pouvoir mesurer quel va être l'impact de chacune de ces channels et du coup, laquelle va être peut-être le plus utilisée par vos utilisateurs et quelles vont être les plus performantes. Donc, alors, je fais juste une petite parenthèse, je prendrai vos questions à la fin de cette session. Donc, n'hésitez pas à continuer à les poser sur les questions-réponses et nous aurons une période en fin de session pour y répondre. On peut continuer. Donc, ensuite, dans cette partie construire, il est important en fait de savoir par différentes étapes de votre funnel, quels vont être les meilleurs canaux. Et je vais vous donner également des techniques utilisées par les growth hackers et les lead marketers sur ces différentes étapes de votre funnel. Donc, pour refaire en image ce que nous avons vu, d'abord vous avez votre marché, ensuite vous avez vos personas, ensuite vous avez vos meilleurs channels, vos meilleurs canaux, et ensuite donc vous commencez à faire rentrer, à acquérir en fait des clients dans votre funnel. Donc là, c'est là où les techniques de growth hacker, de lead marketer vont parfois pouvoir être ce qu'on dit en anglais game changer. Il va pouvoir y avoir grâce à une action, vous allez pouvoir créer de la croissance et ce, assez rapidement. Donc, par exemple, dans l'étape acquisition de clients, il peut y avoir des techniques comme des créations de landing page qui permettent de récupérer des données d'internautes intéressés qui peuvent vraiment être clés. Par exemple, vous n'avez pas encore de produits à proposer à vos clients, mais vous savez que vous sentez qu'il y a une demande sur ce produit, vous avez pu identifier votre marché, vous avez pu identifier vos personas, les meilleurs channels sur lesquels agir, mais pour l'instant, vous n'avez pas de minimum viable product. Donc, vous allez monter par exemple une landing page. Vous allez présenter les 3-4 USP, Unique Selling Proposition donc, de votre produit. Vous allez présenter les 3-4 éléments qui vont vous, de votre produit, de votre service, qui vont permettre aux clients de comprendre ce que vous vendez, de vous distinguer par rapport à la concurrence. Donc, par exemple, ça peut être une plateforme de mode qui livre en 24 heures. Donc ça peut être une USP, ça peut être également qui accepte la carte bancaire, mais également d'être payé en mobile money. Voilà, ça peut être ce type d'USP, ce qu'on appelle des USP. Et du coup, vous allez avoir des internautes intéressés et qui vont vous laisser leur adresse email, leur contact. Vous leur dites que le site est encore en construction, mais que vous prenez leur contact s'ils sont intéressés. Et là, vous pouvez commencer à vous créer une base de données. Vous avez aussi d'autres méthodes qui sont ce qu'on appelle le scrapping. Je l'ai mis entre guillemets le scrapping parce qu'il y a des modes de scrapping qui sont plus ou moins acceptables. Et par exemple, un site comme LinkedIn, c'est un site qui peut, par exemple, si vous ciblez des chefs d'entreprise, si vous ciblez des entreprises qui pourraient être vos clients, si vous êtes dans le B2B, par exemple, vous pouvez très bien avoir une logique de scrapping de LinkedIn où il y a, par exemple, des options qui s'offrent à vous. Si vous avez votre profil sur LinkedIn, un vrai profil, on ne parle pas de faux profil à ce niveau-là, vous pouvez faire des recherches sur LinkedIn en ciblant seulement les CEO, seulement les personnes qui sont dans tel secteur d'activité. Ça peut être, par exemple, la mode, ça peut être, je cite beaucoup la mode en ce moment, mais ça peut être aussi l'oil and gas, ça peut être plusieurs secteurs d'activité. Et vous pouvez cibler, du coup, par exemple, les milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur. Et derrière, il est tout à fait possible que vous les demandiez en tant qu'amis. Alors,
vous pouvez, si vous avez un ingénieur qui travaille avec vous, avoir un petit robot qui vous permet d'accepter des demandes, de générer en fait des invitations. Et au fur et à mesure, vous pouvez vous créer une base de données grâce à LinkedIn et grâce à des technologies, des techniques de scrapping et vous concoctez une base de données qui est tout à fait acceptable puisque vous avez, c'est un réseau que vous êtes en train de construire. Par exemple, le site, c'est ce modèle-là, hein, ça revient un petit peu à ce que Airbnb a fait avec Le Bon Coin, qui est de proposer les annonces qui sont sur un site, de les proposer aussi sur votre site qui va être plus spécialisé. Donc là, après, évidemment, tout ça doit se faire dans la légalité. Il faut respecter les consignes des réseaux sociaux. Vous avez des modèles de fonctionnement qui sont tout à fait, qui vous permettent en fait d'avoir de la donnée, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir envoyer des messages. Par exemple, si vous êtes dans le B2B, vraiment LinkedIn est une plateforme qu'il ne faut pas, qui est assez incontournable. Ensuite, vous avez l'activation. Donc, l'activation de ces prospects, de ces ciblages que vous avez pu, ces personnes qui sont intéressées par votre produit, eh bien, il va falloir les emmener vers un parcours, donc peut-être un MVP, une plateforme Minimum Viable Product, ou peut-être vers un service que vous allez leur proposer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des A/B tests sur ces propositions. Par exemple, si vous avez un texte introductif pour pitcher, pour vendre, en fait, louer les différentes caractéristiques de votre produit. Peut-être qu'il y a des textes, un contenu qui va, par exemple sur LinkedIn, quand vous allez aborder les chefs d'entreprise, qui va peut-être mieux fonctionner qu'un autre. Donc, vous allez pouvoir faire, par exemple, un A/B test où vous allez envoyer à 50 personnes ce message, à 50 autres personnes un autre message, et vous allez pouvoir tester quel est le texte ou le contenu ou l'image ou la newsletter qui va avoir mieux fonctionné pour l'un et peut-être un peu moins sur le groupe A, il aura mieux fonctionné, sur le groupe B, il aura moins fonctionné. Donc, vous pourrez vous dire que le contenu que vous avez envoyé sur le groupe A fonctionne mieux. Donc ça, c'est pour l'activation, mais vous pouvez utiliser l'A/B test tout au long de votre funnel. C'est un outil qui est très intéressant. Ensuite, pour la rétention, alors là, pour le coup, c'est un exemple qui est bon de connaître, mais que je n'utiliserai pas a priori. Par exemple, Reddit, qui est une des entreprises aussi qui est connue pour ces techniques de growth hacking. Par exemple, ils ont créé, donc Reddit, c'est une plateforme américaine d'agrégation de contenu de réseaux sociaux. Et dans ses débuts, pour convaincre du fait qu'ils étaient une plateforme très utilisée, ils ont créé des faux comptes pour en fait donner l'impression d'une forte affluence sur leur plateforme. Bon, ça c'est un choix qu'ils ont fait, un choix qui a été gagnant. Après, il y a d'autres typologies voilà, comme je disais, de techniques comme l'A/B test, comme qui peuvent être très intéressants. Donc la rétention, par exemple, il peut y avoir des techniques avec l'A/B test. Par exemple, vous avez un parcours A et vous avez un parcours client B. Eh bien, vous allez pouvoir aujourd'hui avec votre CTO mettre en place 2 parcours, vous dire que sur 1000 utilisateurs, mais bien, vous allez pouvoir voir quel parcours va être le plus efficace pour vos utilisateurs du groupe A et du groupe B. Souvent, des parcours avec moins d'étapes qui sont optimisés
qui vont avoir ce qu'on appelle des click to action, des boutons d'action bien visibles. En général, ce sont des parcours qui vont mieux fonctionner que des parcours moins lisibles et moins bien et moins clairs. Donc ensuite, vous avez sur la partie referrals d'autres types de techniques. Hein. Par exemple, vous pouvez la partie referrals, en fait, c'est de pouvoir transformer vos clients en ambassadeurs. Donc l'idée, ça va être par exemple de proposer à vos early adopters, à vos premiers utilisateurs, eh bien des offres spécifiques. Vous allez peut-être, comme Dropbox a fait, hein, de leur offrir un volume de stockage de données. Et en échange, eh bien, il faut qu'ils vous ramènent peut-être 10 prochains utilisateurs ou, comme le fait ING, une banque en ligne en France, qui va par exemple vous dire si vous ramenez un prochain client ING qui va ouvrir un compte courant chez ING, eh bien, il va offrir un montant d'argent, on appelle ça une incentive. Il va vous inciter à ramener d'autres clients en vous offrant de l'argent en échange. Donc, voilà. Sur le dernier point, le revenu, j'aurais un exemple aussi de technique de growth hacking qui est très intéressant. Hein. C'est la création, par exemple, de faux boutons. Alors, c'est vrai qu'il y a des fakes comme par exemple la création de faux comptes. C'est une technique, mais il y a des fakes qui peuvent être très intéressants. Notamment, par exemple, sur je prends encore l'exemple d'une plateforme internet hein, qui va avoir, par exemple, vous voulez savoir si un service additionnel va intéresser les clients. Mais au lieu de mettre en place d'abord le service et après de voir si ça intéresse le client, eh bien, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de créer un faux bouton qui explicite le service que vous offrez. Je ne sais pas, par exemple, un service de livraison. Mais avant de mettre en place tout un service de livraison qui va être très coûteux en temps, en énergie et également en termes de capitaux, eh bien peut-être que vous pouvez juste mettre le bouton livraison et voir quel est le retour hein, de l'intérêt que portent vos clients sur ce service additionnel de livraison. Donc voilà, ça peut être également, vous pouvez faire la même chose pour par exemple les moyens de paiement, savoir si par exemple un moyen de paiement comme PayPal ou le mobile money ou la carte bancaire va plus intéresser. Vous pouvez utiliser cette technique de faux boutons pour savoir quel va être par exemple sur vos 100 prochains utilisateurs de votre site internet, qui va cliquer sur quel type de moyen de paiement et ça va vous donner une proportion et ça va vous permettre de cibler vos prochains investissements et savoir quel est le moyen de paiement que vous allez implémenter. Alors, on va pouvoir passer au slide suivant. Donc, comme vous avez pu le voir, sur le lead marketing, hein, la mesure et le learn, donc mesurer et apprendre, ce sont vraiment les deux grandes tendances du lead marketing. Et je voulais vous donner quelques exemples de KPI, de Key Performance Indicator que vous pouvez utiliser. Au niveau de l'acquisition, par exemple, voilà, mesurer le nombre d'adresses email, de numéros de téléphone collectés, d'impressions, de clics, le coût par impression, le coût par clic, ce sont des indicateurs que vous pouvez suivre pour savoir si votre action de growth hacking est une réussite. Vous allez pouvoir en évaluer l'évolution. Ensuite, sur l'activation, vous pourrez aussi évaluer par exemple le nombre de sessions hein, sur votre site web, le nombre de vues, le coût par session également. Ça peut être intéressant de voir si vous arrivez via des canaux marketing plutôt que d'autres, à pouvoir réduire ce coût d'acquisition et d'activation client. Et puis, il y a aussi des KPI comme le nombre de demandes réalisées, le temps passé à regarder une vidéo, le taux de conversion entre un prospect qui devient lead
le pourcentage en fait de prospects qui deviennent des leads. Voilà, ce sont aussi des bons indicateurs au niveau de la rétention. Au niveau de la partie referral, un indicateur qui est intéressant, c'est le pourcentage de returning visitors, le pourcentage aussi du taux d'engagement. Voilà, ce sont des KPI que non seulement qui pourront vous aider à voir si vos actions ont un effet sur la croissance, mais également, je pense qu'ils seront bienvenus si vous avez notamment une relation avec un investisseur. Ce sont des évaluations, des mesures et le fait que vous avez appris de ces mesures et du coup que vous corrigez ou que vous améliorez vos idées ou votre produit grâce à de la donnée récoltée, c'est très rassurant aussi pour un investisseur. Et enfin, vous avez sur la partie revenu le taux de conversion, le nombre d'achats effectués, l'évolution du panier moyen aussi, qui est un indicateur qui est aujourd'hui incontournable pour reconnaître la performance de votre plateforme. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des sujets que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Du coup, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous souhaitez engager avec votre équipe marketing et peut-être également votre équipe tech et votre équipe d'analystes une des batailles de growth hacking? Et si oui, laquelle choisiriez-vous pour votre entreprise? Est-ce que ce serait une bataille pour acquérir plus de clients, pour activer vos clients, pour la rétention de vos clients, la partie referrals pour ambassadeurs, en fait, vous voulez augmenter le nombre d'ambassadeurs, de clients qui deviennent des ambassadeurs de votre marque, ou sur la partie revenus? Je vous remercie pour vos réponses. Le vote est ouvert. Donc, Antonia, nous avons 45% des participants qui ont répondu acquisition, 17% activation, 14% rétention, 14% également ambassadeurs / referrals et 10% revenus. D'accord, très bien. Je me doutais de ce résultat. Effectivement, l'acquisition, c'est un sujet clé puisque c'est souvent en fait à ce niveau-là qu'il y a un challenge. Et puis après, dès lors qu'on a réussi cette étape d'acquisition ou qu'on a trouvé le canal gagnant, le persona gagnant sur votre marché. L'idée, en fait, c'est d'après pouvoir travailler sur étape par étape sur l'activation, la rétention, les referrals et les revenus. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir avancer étape par étape et utiliser ces techniques en fait, d'apprendre tout au long de ce funnel et d'utiliser ces techniques en continu pour pouvoir améliorer les taux de conversion. Et effectivement, l'acquisition, c'est vraiment le point clé entre votre marché, le client et votre produit. Alors, j'ai une question sur quelle est la source que j'ai utilisée sur les statistiques d'Internet. Donc, c'est un site qui s'appelle internetworldstat.com qui vous permettra de trouver ces statistiques. C'est un site qui est assez utilisé, Internet World Stats. Voilà, je l'intégrerai au slide et du coup, si dans ce webinaire, je l'intégrerai pour que vous puissiez
pour que vous puissiez l'avoir pour les prochaines fois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Sébastien? Alors, je n'ai pas bien compris la méthode persona. Je comprends, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je n'ai pas pu aller plus loin dans l'explication de la méthode. C'était surtout pour que vous puissiez connaître cette méthode, savoir qu'elle existe et que, comme je vous le disais dans ce webinaire, l'idée c'est que vous alliez il y a beaucoup de ressources sur Internet sur cette méthode qui existe depuis les années 80. N'hésitez pas à aller sur Internet et voir comment elle se déroule. Il y a plusieurs étapes, mais l'idée, c'est que vous puissiez en ressortir, définir en fait vos premières cibles clients sur les différents segments de marché que vous abordez. Donc, que vous ayez par exemple un ou deux ou trois typologies de clients susceptibles d'acheter vos produits. Je constate que la formation est plus accentuée sur les entreprises qui ont des sites internet ou des plateformes en ligne. Alors, effectivement, comme nous sommes dans une logique de growth hacking, effectivement, la plupart des exemples des growth hackers sont sur des plateformes en ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, même le marché traditionnel, les marchés traditionnels qui traditionnellement se font offline, c'est-à-dire hors des circuits Internet, aujourd'hui, de plus en plus, on leur trouve des opportunités à se développer en ligne. Donc, c'est vrai que par exemple, même l'agriculture ou des marchés, des marchés plus traditionnels, même industriels, ont de plus en plus de leviers de croissance avec Internet. Donc effectivement, les techniques de growth hacking ont souvent trouvé leurs ressources auprès d'entreprises des années 2000 et de l'Internet. Mais en tout cas, ne pensez pas qu'il est fermé au marché traditionnel. Au contraire, je pense que les marchés traditionnels ont de grandes opportunités à voir des canaux en ligne se développer. J'ai du coup une dernière question que je vais prendre. Quelle est la différence entre la technique de growth hacking et les techniques de inbound marketing, ou plutôt se rejoignent-ils? Effectivement, ce sont des techniques qui se rejoignent. Je n'ai pas eu le temps d'aborder des techniques de inbound marketing, mais effectivement, ce sont des techniques qui se rejoignent, notamment dans cette démarche en fait d'aller vers le client et que le client vous apporte de la donnée et que vous puissiez améliorer votre produit, votre service en fonction de ses retours clients. Et ça, ce sont des techniques aussi de l'inbound marketing qui sont gagnantes et que je vous invite à explorer. Je vais donc clôturer la session de questions-réponses. Je vous invite, suite à ce webinaire, à continuer vos expérimentations. Je vous invite également, sur tous ces segments d'activité que vous avez, à également aller vous tourner vers des investisseurs qui pourraient vous apporter des capitaux pour développer votre entreprise, même si l'idée est de développer des entreprises avec le moins de ressources possibles, comme on a pu le voir avec ces techniques de growth hacking. Pourquoi je vous parle d'investisseurs? Parce qu'effectivement, plus largement, comme j'en parlais en début de ce webinaire a été réalisé dans le cadre des African Business Heroes. Vous avez l'opportunité de pouvoir lever du capital grâce à ce concours. C'est un concours qui n'est pas comme les autres sur le continent et qui cette année offre 1,5 million de dollars aux 10 finalistes. Et du coup, je vous invite à y concourir. Les pays francophones, les entrepreneurs francophones sont les bienvenus cette année. Et tout le parcours peut se faire en français.
Également, les femmes entrepreneurs sont les bienvenues. Nous espérons avoir de nombreuses entrepreneuses qui vont postuler cette année. Et donc, je vais vous inviter à clôturer ce webinaire avec une vidéo qui va vous présenter comment postuler. Et évidemment, si vous vous engagez dans cette inscription, n'hésitez pas à mentionner que c'est grâce au webinaire de Django que vous souhaitez postuler et que vous avez pris connaissance de ce concours. Merci beaucoup. Entrepreneurs africains, on vous suit et maintenant, le monde a également besoin de vous suivre. Êtes-vous prêt à devenir un Africa Business Hero 2020 avec la NPI? Êtes-vous un entrepreneur africain? Votre entreprise a-t-elle 3 ans d'existence au minimum? Êtes-vous prêt à faire la présentation de votre entreprise devant des sommités du milieu des affaires et à raconter votre histoire? Si vous répondez oui à toutes ces questions, c'est votre tour. Postulez dès maintenant. Suivez ces 5 étapes simples et rapides et commencez le parcours pour devenir un Africa Business Hero avec la NPI. Étape 1. Créez un compte, saisissez vos coordonnées, cliquez sur s'inscrire et c'est un pas en avant. Étape 2. Lisez attentivement les directives. Il suffit de visiter le site africabusinessheroes.org et de cliquer sur Guide de candidature. Étape 3. Pour les critères d'éligibilité, c'est simple. Tout candidat doit être le fondateur ou un cofondateur de l'entreprise. Le candidat est un citoyen africain ou un descendant direct d'un citoyen africain. Votre entreprise doit être enregistrée, avoir son siège social et exercer ses activités dans un pays africain. Elle doit passer l'étape de la conception, avoir au moins 3 ans et disposer d'un chiffre d'affaires sur 3 ans au moins. Étape 4. Obtenir une référence. Il peut s'agir de votre mentor, collègue, professeur ou conseiller. Et enfin, étape 5, soumettez votre candidature. Celle-ci compte ces 5 rubriques. Profil du fondateur, profil de l'entreprise, présentation détaillée de l'entreprise, prix et distinction, plus une présentation vidéo. Si vous êtes bloqué à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Consultez notre guide de candidature et la foire aux questions pour obtenir de l'aide. Ou envoyez un email à info@africabusinessheroes.org. À vous de jouer. Devenez un Africa Business Hero 2020 avec l'ANPI et gagnez votre part des 1,5 million de dollars. En plus, bénéficiez de la bourse Alibaba eFounders ainsi que d'un mentorat et d'une formation. Racontez votre histoire à l'Afrique et au monde entier. Postulez dès maintenant. Merci à tous pour votre écoute et pour vos questions. Et à bientôt. J'espère vous voir nombreux lors du concours des African Business Heroes. Au revoir. Merci à tous et à très bientôt.